L'une des questions qu'on me pose le plus depuis que je suis sur YouTube, c'est choisir sa caméra. Aujourd'hui, je vais vous donner des règles simples qui vont vous permettre déjà d'affiner techniquement votre zone de recherche pour une nouvelle caméra. Ces règles, je vais les lister en 5 points. Donc ce sera 5 points qui vont vous permettre de comprendre mieux la technique pour mieux appréhender une nouvelle caméra. Alors, ça reste du papier, ça reste de la théorie, ça reste de la technique. Mais ce qui est intéressant avec la technique, c'est qu'elle ne manque que très rarement, voire jamais. D'ailleurs, dans 10 ans, ce sera toujours la même. Ça veut dire que dans 10 ans, la 4K sera toujours meilleure que de la 1080p. Vous me suivez? Donc, dans l'idée aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 règles en partant d'un principe simple. Je cherche une nouvelle caméra et mon objectif est d'obtenir la meilleure image possible. Peu importe le budget, peu importe le transport de la caméra, peu importe la taille de la caméra, etc., etc. Là, notre but est juste de parler des paramètres techniques qui nous permettent d'obtenir une belle image. À quoi on s'y fie? Comment on sait si une caméra a une belle image ou pas? Et comment on sait si une caméra a une meilleure image qu'une autre? Pour ça, j'ai décidé de vous faire un point de comparaison entre deux caméras d'un autre niveau de gamme. Je vais vous comparer le Panasonic GH5 avec tout simplement le Panasonic G7. Voilà, c'est la même marque, c'est deux caméras de gamme très différentes, deux excellentes caméras. Règle numéro 1, quand on achète une nouvelle caméra, ce qu'on doit regarder en premier, c'est ses formats d'enregistrement et donc ses codecs de sortie. Mais je viendrai au codec juste après. Alors, en gros, les formats d'enregistrement, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous allez dans votre réglage vidéo et que vous regardez tous les différents formats, vous avez tous les types de résolution de sortie, ainsi que le débit de sortie et tout simplement le codec de sortie. Donc, par exemple, pour le cas du G7 et du GH5, si on regarde les différents formats, voici ceux du GH5 et voici ceux du G7. Donc là, vous voyez, il y a énormément de formats sur celui du GH5. C'est normal et c'est intéressant. On regarde tous ces formats, on voit qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui nous intéresse principalement pour des très belles images? Il nous intéresse donc une résolution la plus élevée possible. Donc là, ici, c'est de la cinéma 4K pour le GH5. C'est le GH5 qui gagne. Le G7 s'en sort bien quand même avec de la 4K UHD. C'est déjà pas mal. Et ce qui va nous intéresser, c'est son débit. Donc là, on voit clairement qu'on a une cinéma 4K en 400 mégabits seconde all intra sur le GH5, tandis qu'on va avoir du 100 mégabits pour le G7 et dans une résolution inférieure. Donc vous voyez déjà, on a une indication, on sait d'avance que le GH5 aura une probablement meilleure image, quoi qu'il arrive. Donc là, vous pouvez comparer très vite avec vos appareils que vous connaissez. CF par exemple, les appareils Canon. La plupart des appareils Canon pas trop chers seront toujours dans des débits allant de 20 mégabits à 28 en général, et comme quoi c'est très sale. Mais ça fait pas tout. Après, ce qu'on va regarder, c'est l'étape numéro 2, c'est le codec de sortie. Alors le codec de sortie, c'est quoi? Ça va correspondre du coup, comme le débit, à la compression. En fait, on va pouvoir voir avec le codec. En général, pour ces deux appareils, ça va utiliser du H.264. Ça peut également utiliser du point mauve, donc c'est le point Apple en gros, et ça peut aussi utiliser pour le cas du GH5 en mode anamorphique du H.265, le nouveau codec. Mais on en parlera très prochainement parce que je vais vous présenter quelque chose avec. D'ailleurs, j'enregistre actuellement avec le format d'enregistrement anamorphique en résolution 5K et presque 6K, en résolution on va dire quasiment 6K, avec le codec H.265, et il est très bon. Ça, c'est le deuxième truc qu'on va regarder. Maintenant qu'on a regardé ça, on va regarder en fonction de notre codec, ce qui va être le mieux, c'est le taux de couleur et d'échantillonnage. Ça, c'est très intéressant et très important. C'est ce qu'on appelle le 4.2.0 ou le 4.2.2 8 bits, etc. J'en parle assez dans mes vidéos, vous connaissez. Je vous fais une piqûre de rappel si vous en souvenez pas. En gros, 4.2.0 8 bits, ça correspond à tant de couleurs dans une image. 4.2.2 10 bits, c'est également la même chose, sauf que là, on obtient beaucoup plus de couleurs. Voilà. Alors à quoi ça sert? Ça sert à avoir une plus grosse latitude, et ça c'est très important. Comme ça on peut mieux étalonner. Donc une caméra qui fait de la 4.2.2 10 bits sera toujours un peu meilleure pour la fiction qu'une caméra qui fait 4.2.0 8 bits pour la fiction. Après, dans d'autres usages, on s'en fout. Mais là on parle de belles images. Donc dans les belles images, une 4.2.2 10 bits sera toujours plus intéressante qu'une 4.2.0, à moins que le codec de la 4.2.0 soit bien meilleur que celle de la 4.2.2 10 bits. Parce que si vous avez un bon codec sur la 4.2.0 8 bits et que vous avez un codec médiocre sur la 4.2.2 10 bits, dans ce cas-là, il sera peut-être plus intéressant la 4.2.0 8 bits. Mais on y reviendra plus tard dans des vidéos plus compliquées parce que là, ça se complique. Ensuite, on va regarder le profil d'image. Alors, est-ce que notre caméra est capable d'enregistrer en log ou en flat? Est-ce qu'elle est capable de faire du semi-flat? Par exemple, là, on voit que le GH5 est capable de faire du V-log, donc qui est un log, tandis que le Panasonic G7 est capable, quant à lui, uniquement du Cine-like D, qui est un semi-flat. Tout aussi intéressant, mais c'est important de connaître les différences parce que ça vous permet de choisir une meilleure caméra. Donc, le GH5, of course, le log c'est mieux que le semi-flac, donc que le semi-load, c'est beaucoup mieux, ça vous permet d'avoir encore plus de latitude et surtout ça vous permet d'utiliser votre 4.2.2 10 bits correctement. Oui, parce que petite parenthèse, si vous enregistrez en 4.2.2 10 bits, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas en log, hein. Même en Cine-like D, ça n'a aucun intérêt, je vous le dis. Parce que ça n'exploite pas la dynamique du capteur. Ensuite, justement, on va venir au capteur. Règle numéro 4, ça va être la définition du capteur. Et donc, le capteur, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder sur notre capteur? D'abord, on va regarder sa plage dynamique. Quelle est l'étendue dynamique
du capteur. La dynamique, vous le savez, c'est lorsque on voit à travers une fenêtre, par exemple, c'est cet exemple qui est toujours pris, la fenêtre est là, la caméra est là, et on arrive à voir dehors sans avoir tout éclairé, tout cramé. C'est pas juste ça, malheureusement. La dynamique, c'est aussi ce qui va vous permettre d'étalonner, d'avoir une grande latitude pour vos couleurs, et c'est aussi ça qui va vous donner une caméra le plus cinéma possible. Plus cette plage est étendue, donc c'est-à-dire que plus elle est haute, plus elle voit loin dans les blancs, et plus elle voit loin dans les noirs. Vous avez compris. Donc de 0 à 14 par exemple, vous avez toute cette dynamique là du blanc jusqu'au noir. C'est intéressant, et plus vous en avez et plus on distingue les différentes nuances, et ça c'est très important. Donc pour prendre un exemple, il y a énormément de caméras sur le marché. Ici je vais comparer ça directement avec le GH5 et avec une caméra de cinéma. Le GH5 en plage dynamique maximale peut monter jusqu'à 13 de dynamique, tout comme par exemple le peut un Sony A7 III ou un Sony A7S II dans un certain mode précis qui est le S-Log 3. Et de l'autre côté, une caméra de cinéma comme une RED fait en général autour de 14 de dynamique. Voilà. Ensuite, par rapport au capteur, on va regarder sa définition tout simplement. Donc comment est défini le capteur? Est-ce qu'il est en 10 mégapixels, est-ce qu'il est en 50 mégapixels, etc. Alors les mégapixels en soi on s'en fout un petit peu, mais il y a un truc qui est important, c'est que si vous avez une caméra que vous ne cherchez pas particulièrement à faire du très low light, si vous cherchez une caméra juste pour faire des très belles images, en général plus votre caméra sera définie, meilleure elle sera, et pas l'inverse. Après cela dit, c'est pas une règle de valeur universelle puisque ça reste quelque chose d'assez subtil, mais néanmoins plus vous allez obtenir une caméra définie, mieux ce sera pour l'ensemble de vos vidéos, si vous cherchez bien entendu, comme je le disais, quelque chose de très beau, très cinéma, très joli. Maintenant, bien sûr, il y a plein de caméras en 10 mégapixels qui sont magnifiques et ça fonctionne très bien et il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit là-dessus. Mais c'est quand même à préciser, la définition, ça compte aussi. Par contre, une chose qui ne compte pas, c'est la taille du capteur. Si vous êtes de ce genre de gens qui pensent que les capteurs micro 4 tiers sont moins bons que les capteurs full frame, sachez que vous avez complètement tort. À vrai dire, sachez que c'est complètement con. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le capteur micro 4 tiers est totalement d'égal avec un capteur full frame. Je vous rappelle que le capteur full frame sert uniquement à la base en photo. Au cinéma, il est quasiment jamais utilisé, ne l'a quasiment jamais été, et il ne le sera quasiment jamais probablement, puisqu'au cinéma on utilise des capteurs Super 35 ou Super 65 70 mm qui n'ont rien à voir avec des full frame. Le Super 35 étant plus petit que le full frame, mais pas avec la même latitude. Sachez que le full frame a un seul avantage, réuni en 2 points. Le full frame aura à la même ouverture plus de lumière qu'un micro 4 tiers et surtout aura plus de facilité à vous créer du flou d'arrière-plan, donc de la profondeur de champ. Avec un full frame, vous aurez plus facilement une faible profondeur de champ. Maintenant, néanmoins, le full frame vous coûtera forcément plus cher et aura moins de fonctionnalités pour plus de prix. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un micro 4 tiers? Absolument pas, puisque pour le même tarif, vous pouvez vous acheter un super objectif sur un micro 4 tiers et obtenir la même profondeur de champ qu'avec un full frame ainsi que la même lumière. Par ailleurs, il existe des objectifs pour les micro 4 tiers qui sont extrêmement bas en ouverture, comme les Voigtlander par exemple qui ouvrent à 0,95 ou les objectifs de SLR Magic Cinema en prime qui ouvrent à 0,95 et qui coûtent très peu cher par rapport à d'autres objectifs qu'on peut trouver sur des Sony, des Canon, etc., des full frame. Donc les amis, s'il vous plaît, arrêtez avec ce débat des capteurs parce que sachez que vous avez tort. Mais vous avez 1000 fois tort. En tout cas dans la vidéo, hein, bien sûr. Après pour la photo, c'est tout un autre débat, on est d'accord. Mais pour la vidéo, c'est faux. C'est complètement faux. Je suis désolé d'avoir fait ce petit passage, mais c'est vrai qu'il y en avait marre de voir tous les gens me dire « Ah, mais le full frame c'est mieux !» Non. N'oubliez pas aussi que pour la focale, c'est juste une histoire de convertir la focale. Donc c'est à peu près 1,7 fois la focale. Donc par exemple, un 25 mm sur un micro 4 tiers, c'est plus ou moins la même focale qu'un 50 mm sur un full frame. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Sur ce les amis, je vais vous donner une dernière règle qui va peut-être vous servir et vous orienter pour avoir une belle image avec votre caméra. Est-ce que votre caméra que vous comptez acheter, est-ce qu'elle dispose de focus picking, de zebra, de waveform, d'histogramme, toutes ces fonctionnalités qui nous permettent vidéastes de faire des choses plus intéressantes et surtout en tant que réalisateur vous permettront de contrôler un petit peu mieux votre image ou pour votre chef opérateur, etc. Et ça c'est très important. Voilà les amis, c'était mes 5 petites astuces avec une bonus pour choisir sa caméra et donc ne pas trop se perdre dans cette jungle technique. Ça c'était les bases vraiment pour vous parler de l'image pure et dure. Il n'y avait rien d'autre que ça, c'était vraiment du pur et dur pour l'image. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Bien sûr, il y en a énormément et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais bientôt faire une vidéo où je vais vous expliquer comment choisir sa première caméra ou tout simplement choisir une caméra en changeant quand on est un petit peu plus avisé, un petit peu plus expert. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager bien sûr si cette vidéo vous a plu ou vous a servi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, merci aussi pour la vidéo sur l'étalonnage que j'ai faite juste avant. Vous m'avez envoyé énormément de photos étalonnées, de mails, ça m'a fait super plaisir. Résultat, très prochainement les amis. Ciao!
Bam!